Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité et aussi de l'intérêt. Avec nous ce matin sur le plateau, le professeur Claude Jean-Gilles. Le professeur Jean-Gilles qui enseigne la littérature, les sciences sociales, il est également professeur de langue vivante, fait la plaidoirie pour un second plan Marshall en vue de réhabiliter Haïti et le tiers-monde. On va essayer de comprendre son plan, et ce dont il s'agit et également à bien comprendre la démarche. Cette plaidoirie serait donc le résultat d'un travail qui s'étend sur une période de 20 ans. Professeur Jean-Gilles, bonjour, bienvenue à Métropole. Merci d'accepter de participer à cette rubrique aujourd'hui. Merci, M. Wendell Théodore. Il m'est cher aujourd'hui un plus grand honneur et la plus grande prérogative d'avoir été invité à cet espace, à cette émission où, avant moi, beaucoup d'experts ont été invités pour parler de grandes questions eu égard au développement de notre pays, eu égard aux réalités de la géopolitique mondiale. Alors, un plan Marshall. On sait qu'on parle de plan Marshall, c'était après la Seconde Guerre mondiale. Exactement. Et pourquoi vous estimez opportun aujourd'hui de présenter un nouveau plan Marshall alors qu'il n'y avait pas une troisième guerre mondiale? Très bonne question. Et je vais vous expliciter. Eh bien, M. Wendell, je tiens à vous dire que, comme les étudiants l'ont souvent étudié en classe de réto et de philo, on n'est pas sans savoir que le premier plan Marshall a été élaboré par les Américains après la Deuxième Guerre mondiale, résultante de la folie d'Hitler. Deuxième Guerre mondiale, dis-je, qui a presque détruit l'économie de l'Europe, de tous les pays européens, et ceci dans tous les domaines. Les Américains, conscients de ce problème, pour reconstruire le vieux continent, ont jugé bon d'élaborer le premier plan Marshall. À partir des recherches que nous avons effectuées, nous avons fini par savoir qu'ils ont dépensé 486 milliards de dollars pour réhabiliter tous les pays européens qui étaient dévastés à cause de la guerre, de cette Deuxième Guerre mondiale si meurtrière, qui ont laissé des séquelles dans le cœur de tout chacun, je veux dire de l'humanité tout entière. Et ces pays européens-là, aujourd'hui, doivent être reconnaissants envers les Américains parce que, du même coup, les routes ont été réhabilitées, reconstruites, les écoles, les universités, les hôpitaux, et ils ont eu un support considérable eu égard à leur économie. Ok, maintenant, ça c'était après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire que quelqu'un qui a une idée de l'histoire peut rapidement se faire une idée d'un plan Marshall, du premier plan Marshall. Mais vous préconisez aujourd'hui un plan Marshall qui vise à réhabiliter Haïti et le tiers-monde. Question, est-ce possible? Juste avant de vous répondre, je tiens à vous dire que notre plan Marshall émane de la matrice même de la Bible. Acte 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et selon Luc 1, verset 37... le premier plan Marshall ne tenait pas compte de ces écrits bibliques. Donc, le deuxième, parce que nous sommes chrétiens. Non, écoutez, je vais vous expliquer. Si nous devons être pratiques, il y avait une guerre mondiale qui a dévasté un certain nombre de pays européens. Les États-Unis qui participaient à cette guerre, au lendemain, a décidé de venir en aide aux pays dévastés, vous l'avez dit. Mais à ce moment-là, on ne faisait pas allusion à la Bible. Pourquoi faut-il
que l'on fasse allusion aux prescrits bibliques aujourd'hui, alors que les problèmes auxquels ces pays-là, Haïti et ceux du tiers-monde font face, sont réels. Exactement, je vais en venir. Donnez-moi seulement le temps d'élaborer. Oui, mais nous Parce avons... que en tout, oui. Parce que c'est un livre qui est rédigé, qui est élaboré. Nous faisons. Oui, je sais. Nous autres chrétiens, nous donnons la première place. Je suis comme vous, professeur. Oui, je vais en venir. Soyez patient, je vais en venir. Vous allez pouvoir comprendre. Je vais en venir. Acte 20, verset 35, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et Jésus, avant de monter au ciel, a dit à ses disciples que le jugement dernier sera terrible. Il dira à tout et chacun, j'avais faim et vous ne m'avez pas nourri. J'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire. Et j'étais nu et vous ne m'avez pas donné d'habit. J'étais sans foyer et vous ne m'avez pas hébergé. À partir de ce constat biblique, et qu'il faut partager en d'autres termes, tout ce qu'on a avec son prochain. À partir de ce constat biblique, nous sommes venus avec une constante sociologique, à savoir, au grand mot, les grands remèdes. De même que les Américains ont fini par comprendre que c'était le grand mot qui avait frappé l'Europe après la Deuxième Guerre mondiale, et il fallait de grands remèdes, eh bien, nous autres aussi, nous y avons pensé. Puisque les pays qui font partie du tiers-monde, autrefois quand j'étais à l'université, on parlait de 125, il y en a beaucoup plus de nos jours, même si certains d'entre eux ont pu connaître une certaine croissance entre les guillemets économique, mais il y a beaucoup de pauvres parmi eux. Ce plan Marshall dont je vais vous parler est émané de la matrice même de la Bible, mais comment nous allons le rendre opérationnel? Nous avons dit, certes, nous autres, experts des pays pauvres, nous n'avons pas les grands moyens pécuniaires, mais en tant que membres de l'intelligentsia, nous avons de grandes ressources intellectuelles. Pourquoi ne pas écrire 70 livres sur les grands personnages de l'histoire universelle? Je veux parler de John Fitzgerald Kennedy, je veux parler de Gandhi, je dois faire une rétrospective des années 50, je veux parler de la sœur Teresa, je veux parler d'Eisenhower, car il y a des bons républicains, Eisenhower fut un bon républicain, je veux parler de Nelson Mandela, qui vient de passer à Patrice récemment, et j'en passe. Donc, au terme de ce second plan Marshall, les Nations Unies nous aideraient à imprimer la première année seulement 2 milliards de bouquins, et chaque année... Les Nations Unies. Oui, les Nations Unies. 2 milliards de bouquins une seule fois la première année, et lesquels ouvrages seront vendus dans toutes les écoles, les églises à travers le monde, les universités, les stades, et j'en passe, ce qui rapportera 60 milliards de dollars ou euros. Et ces 60 milliards de dollars-là seront partagés entre 27 pays, dont la République d'Haïti et un autre pays. Pourquoi les Nations Unies? Pourquoi les Nations Unies? Parce que nous n'avons pas les moyens pécuniaires pour imprimer les bouquins nous-mêmes. Qu'est-ce qui vous fait croire que les Nations Unies ont les moyens aujourd'hui? C'est pourquoi nous faisons appel à Dieu, à la Bible. Nous allons déclencher une prière nationale et internationale pour que Dieu puisse, car selon Luc 1, verset 35, rien n'est possible à Dieu, pour que Dieu puisse aller toucher le cœur des leaders et des dirigeants, des experts des Nations Unies. En d'autres termes, redéfinir la coopération externe. Vous savez que les États-Unis restent et demeurent le premier contributeur, pas de troupes. Je parle d'argent. Oui, aux Nations Unies, vous savez. Vous savez que le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, annonce la suppression ou la réduction du budget de financement des États-Unis aux Nations Unies. Ça va être réduit de 40%. Vous n'avez pas entendu ces informations? Je n'ai pas entendu ça, mais je l'avais prévu. Mais maintenant, c'est pourquoi nous ne disons pas que ce sont, quand Dieu dit les Nations Unies, je ne vois pas les Américains seulement, je vois les Européens, je vois les pays qui faisaient partie autrefois des PMI qui ont émergé, tels le Brésil, je vois le Mexique, je vois le G20, je vois les pays pétroliers. Donc c'est pourquoi il faudra qu'il y ait 5 grandes conférences, juste avant de présenter ce projet aux Nations Unies, pour sensibiliser tout un chacun à travers le monde,
dans toutes les missives que j'ai envoyées, ni aux anciens chefs d'État d'Haïti, et qui étaient provisoires ou pas, ni à ceux-là, depuis tantôt 3 décennies, qui ont accédé au pouvoir. Je veux parler d'Aristide Abreval en passant par Louis Martelly. Je leur ai toujours demandé de me donner les moyens pécuniaires de réaliser 5 grandes conférences internationales. Premièrement, la conférence de Rome, qui se fera un moment. Pour vulgariser le projet à l'échelle planétaire. Vous leur avez envoyé une demande de fonds, c'est ça? Oui, les anciens chefs d'État d'Haïti. J'avais envoyé des lettres avant d'aller au Canada. C'est la raison pour laquelle, excusez-moi, c'est la raison pour laquelle moi personnellement, votre serviteur, j'ai fait le sacrifice patriotique, j'ai perdu ma résidence pour qu'on ne me dise pas. Et je n'ai pas revu Maître Claude D'Angile. Où est-il? Il m'a écrit. Eh bien, je suis retourné au Bercail depuis tantôt 4 ans et je continue à faire la plaidoirie en faveur de ce plan Marshall. La résidence est perdue maintenant. Okay. C'est le sacrifice patriotique que j'ai pu faire. Vous avez adressé une demande beaucoup de missives aux anciens chefs d'État vivants. Oui, vivants. Donc, il y en a qui, entre-temps, qui sont passés à de Patrice, comme M. Maninga. Combien d'argent vous avez déjà reçu? Rien, pas même de réponse. Alors que, quand j'avais commencé à écrire ce projet, j'avais écrit dans l'ambassade américaine, pour des raisons logistiques, eh bien, ils ont eu, en 1999, ils ont eu l'amabilité de répondre, de me dire que c'est un très bon projet. D'ailleurs, il faut dire que c'est intitulé Let's Build a World with America, the New and Second Marshall Plan for Haiti and the Third World. Oui. Donc, ça va promouvoir les relations bilatérales, les relations culturelles et aussi entre Haïti et par ricochet les autres pays du tiers-monde avec les États-Unis. Parce que nous honorons. La première année sera appelée par les Nations Unies Special Tribute to Président Kennedy. Le président Kennedy avait une grande vision similaire pour le monde, au point qu'on avait surnommé après sa mort le prince de l'univers. Et la deuxième année sera appelée année de solidarité avec 27 pays du tiers-monde, mais Special Tribute to Princess Diana, qui était surnommée par les journalistes du monde entier, the Princess of Heart. Ok. Professeur, vous allez rédiger des bouquins. C'est déjà fait. Le premier plan quinquennal, 5 bouquins sont déjà prêts pendant ces 20 ans-là. Excusez-moi, et ces livres sont différents des autres qui ont été publiés sur ces personnages en question, précités. Ils sont en prose et en vers. Quand un petit Américain, un petit Canadien, un petit Européen achète un livre, eh bien, c'est comme s'il en a 2 parce qu'ils sont en prose et en vers, pour établir la différence avec ceux qui ont été déjà. Qu'est-ce qui vous fait croire, par exemple, que les gens vont être intéressés à lire ce bouquin? C'est parce que j'y ai pensé, j'ai pensé à cette question. Et c'est pourquoi j'ai parlé de 5 grandes conférences internationales et des émissions qui seraient réalisées dans toutes les chaînes de télévision du monde. Vous parlez de milliards de bouquins, n'est-ce pas? Oui, 2 milliards. 2 milliards par quota. De bouquins. Oui, par quota. On doit, même l'État. Et on va les acheter à combien? À $30 ou 30 euros l'unité. Et les ministres des Affaires étrangères, les ministres de l'Éducation nationale de tous les pays, riches et plus avancés que nous, doivent être d'accord pour acheter par centaines, par dizaines de millions et les distribuer dans toutes les écoles. Et on va demander aussi des particuliers. Vous avez dit doivent être d'accord. Au nom de la solidarité universelle, au nom de l'amour fraternel, au nom des nouvelles donnes de la géopolitique mondiale. Parce que nous avons constaté que jusqu'à date, toutes les solutions proposées, élaborées par les experts des pays étrangers seulement, nous ne disons pas qu'ils ne nous ont pas aidés, mais ces solutions-là sont stéréotypées et ne correspondent pas le plus souvent aux réalités des pays du tiers-monde. Mais quand c'est un expert du tiers-monde qui connaît la situation, qui vit les problèmes du tiers-monde, qui préconise quelque chose, donc il va tenir compte des réalités, des problèmes fondamentaux du tiers-monde. Vous avez une équipe qui travaille avec vous, selon ce que j'ai pu lire dans le nouveau plan, dans la plaidoirie pour le second plan Marshall. Vous avez une équipe qui travaille avec vous? J'ai une équipe, pour être clair, j'ai une équipe. Et quand nous avons commencé à Kinscorp, il y avait une équipe. Et ensuite, j'ai implanté ça, des comités que je pourrais appeler, le président Castro avait parlé de comité de défense patriotique. Moi, j'appelle mes comités de défense économique, car les problèmes primordiaux du tiers-monde, et ce qui est vrai pour Haïti est aussi vrai pour tous les autres pays
pays du tiers-monde, les problèmes aujourd'hui, ce sont des problèmes économiques. Si nous avons les moyens pécuniaires, nous pouvons résoudre tous les problèmes, que ce soit dans le domaine de l'agriculture, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine et que ce soit dans le domaine de l'économie à tous les points de vue. Donc, imaginez-vous, dès le premier quinquennat, la République d'Haïti bénéficiera de 50 milliards de dollars. Vous n'êtes pas sans savoir, en tant que journaliste cultivé, qu'un plan quinquennal s'échelonne sur 5 ans. Donc, 10 milliards de dollars chaque année multiplié par 5, ça vous fait 50 milliards de dollars. Et je pense, je suis convaincu que 50 milliards de dollars, c'est largement suffisant pour reconstruire le pays après tous les problèmes que nous avons confrontés, après le passage. Et après le tremblement de terre, le passage de plusieurs cyclones, dont nous avons été, et plus récemment encore, Mathieu, dont nous avons été victimes, 4 départements ont été touchés. Donc il faut dire que... Et ce n'est pas un vœu pieux, professeur? Non, ce n'est pas un vœu pieux, dans la mesure où le nouveau président de la République, en l'occurrence M. Jovenel Moïse, à qui je viens d'envoyer plusieurs missives par le truchement de certains de ses collaborateurs, et ainsi une copie de ce document qui explicite. Ce n'est pas encore le plan, non. Ce document explicite le plan, parce que le plan est écrit en anglais, et qui explique comment ça doit se faire. C'est écrit en anglais, pour que tout le monde comprenne. Tout le monde ne parle pas anglais. Non, tout le monde aux Nations Unies, je parle, parce que ça va faire l'objet de débats aux Nations Unies. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Le professeur Claude Jean-Gilles nous parle aujourd'hui du second plan Marshall en vue de réhabiliter Haïti et le tiers-monde. Professeur Jean-Gilles, vous avez réussi à convaincre votre entourage de la faisabilité de ce plan Marshall? Naturellement. Et il faut dire que c'est moi qui suis le cerveau, mais j'ai beaucoup d'amis qui corroborent. Il faut dire que l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui est directeur des cours privés Saint-Ignace de Loyola, en l'occurrence M. Edouard Kernizan, et me supporte logistiquement. Et il y a 2 interviews que je n'ai pas vues, en 2005 et 2007, après avoir réalisé ces interviews-là à Télémax, comme je vous le disais tantôt, quand Télémax donnait de bonnes nouvelles, et à Télé... Non, parlons de votre actuellement. Parlons actuellement. Eh bien, il m'a dit qu'il avait vu cette interview, c'était très intéressant, que les journalistes avaient... C'est un travail... De longue haleine. De longue haleine, oui. D'une vingtaine d'années. Mais vous êtes d'accord que les données, que les choses ont changé, oui. Qu'il y a de nouvelles donnes oui. Aujourd'hui. Oui. Permettez que je revienne aux Nations Unies qui doivent faciliter la vente des bouquins. L'imprimerie d'abord de 2 milliards de bouquins et la vente aussi. Par exemple, le Corps de la paix et les autres organisations internationales déjà existantes aux Nations Unies doivent avoir l'amabilité au nom de la solidarité universelle de l'âme. Alors ce que je ne comprends pas, c'est parce que c'est quand vous parlez de nous aider à... Oui, mais vous parlez d'aide, vous demandez de l'aide. De nous aider tant sur le plan logistique que pécuniaire, une seule fois, et le projet sera autonome pour les 20 prochaines années. Non, le problème, c'est que vous demandez de l'aide, très bien, au nom de la solidarité internationale, mais vous dites « doivent ». Quand vous dites « doivent », ça ressemble à une obligation, c'est un devoir. Je crois que récemment, il y a le ciel, c'est le ciel qui le réclame. Et je crois que récemment, il y a, je crois, une décennie de cela, il y a un expert français qui parlait et qui disait le droit d'ingérence, le droit de coopérer. Tous les grands pays sont signataires de cette charte des Nations Unies qui préconise que les peuples ont droit au logement, droit à l'éducation. Ce sont des droits fondamentaux. Ils luttent pour les droits de l'homme. Donc il y a beaucoup d'organisations à travers le monde qu'ils ont envoyées partout pour essayer de résorber ces problèmes cruciaux-là à travers le tiers-monde. Mais jusqu'à présent, nous constatons que les problèmes restent et demeurent presque identiques. Ils ne sont pas résolus. Donc c'est pourquoi nous autres, en tant qu'experts des pays pauvres, et nous sommes, pour ne pas dire le pays le plus pauvre de l'hémisphère, eh bien, nous avons préconisé, voyez,
une réévaluation de la coopération externe. En d'autres termes, les experts des Nations Unies. Quand les États-Unis avaient proposé son plan Marshall, les États-Unis avaient les grands moyens pécuniaires. Avaient les grands moyens. Oui. Mais nous autres, nous n'avons rien. Et nous parlons du gouvernement américain d'alors, il y a plus d'une 60aine d'années, professeur. Et nous sommes ce que nous sommes. Haïti, vous venez de dire que nous sommes parmi les pays les plus pauvres. Je ne vais pas me permettre de dire que nous sommes le plus pauvre, parce que je ne veux pas le dire non plus. Mais je voudrais pouvoir comprendre avec les pieds sur terre, pas la tête dans les nuages. Je voudrais comprendre, qu'est-ce qui vous fait croire? Est-ce que c'est un rêve que vous avez fait? Ou est-ce que c'est une vision que vous avez eue? Est-ce que c'est un message divin que vous avez reçu et qui vous porterait à croire que vous, professeur Claude Jean-Gilles, et votre équipe, vous pouvez envisager un plan alors que vous n'avez rien dans les poches? Sinon que les livres seulement. Et là, vous pensez pouvoir proposer au monde un plan Marshall et vous croyez qu'on va vous prendre au sérieux, professeur? Eh bien... Je ne suis pas pessimiste parce que je sais que vous avez... vous détestez le pessimisme, oui. Vous n'aimez pas le pessimisme. D'ailleurs, je n'ai pas le droit d'être ni pessimiste, ni optimiste dans le cadre de mon travail. Mais je voudrais seulement comprendre. Vous êtes professeur, vous savez ce que vous écrivez, vous savez ce que vous dites. Vous savez aussi le pouvoir de la parole. De la parole, c'est ce que j'allais dire. De la parole. Aidez-nous à comprendre votre démarche. Aidez-nous à comprendre. Essayez de nous convaincre d'abord sur le sens et le bien fondé de cette démarche. À quoi cela peut aboutir? Dites-nous, professeur. Eh bien, d'abord, nous disons que la foi peut soulever des montagnes, par la foi. La foi peut soulever des montagnes. Et Christ, notre Sauveur, a préconisé le partage, l'amour, la solidarité. La terre est à tous. D'ailleurs, les Nations Unies ont fait de cette doctrine-là, doctrine biblique, leur leitmotiv, même s'ils l'ont mis entre les guillemets. Donc, nous avons la conviction qu'après avoir réalisé et fait une prière nationale, et ensuite une prière internationale, parce que très bientôt je vais demander au gouvernement de faire une prière nationale. Est-ce que vous pensez qu'on va au stade et un peu partout dans le département. Vous pensez qu'on va vous entendre? Et pourquoi les Haïtiens ne doivent pas m'entendre? Parce que c'est au nom de la République d'Haïti. Ce n'est pas une démarche personnelle pour m'enrichir. Il y a eu beaucoup de prières déjà. Non, pour ce projet. Non. Il y a beaucoup de prières au stade Silvio Cator. Récemment, il y a un mouvement qui a réuni plusieurs milliers de personnes. Elles ont défilé à travers les rues de Port-au-Prince. C'était pour souhaiter, pour appeler au changement, pour implorer la grâce de Dieu, la grâce divine, professeur. Excusez-moi, M. Wendel, Jésus a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Prier pour prier sans rien proposer à Dieu. Moi, j'ai proposé quelque chose à Dieu et aux hommes. J'ai proposé le plan Marshall. Il ne s'agit pas de prier dans le vide. Il faut demander à Dieu quelque chose de bien spécifique. Et la Bible nous dit clairement que si 2 ou 3 personnes se réunissent en mon nom, je suis là. Et mettez-moi à l'épreuve, j'ouvrirai les écluses des cieux pour vous. Donc nous allons mettre Dieu à l'épreuve. Jésus à l'épreuve. Pour ouvrir les écluses des cieux et bénir Haïti, non seulement Haïti, mais tous les pays du tiers-monde, dans les 5 continents qui seront bénéficiaires à partir de ce plan Marshall. C'est pourquoi nous avons eu la précaution de choisir le président Jimmy Carter, qui est un homme de Dieu, comme président de ce plan. Ce n'est pas nous qui allons, ce ne sont pas des Haïtiens seulement. J'ai eu la précaution de choisir 33 grands personnages que je vais proposer aux Nations Unies, au gouvernement haïtien, aux Nations Unies. Vous avez choisi, en fonction de leur moralité, de leur bonne volonté, de leur vision à travers le monde. Qu'est-ce qui vous habilite, professeur, à faire le choix de ces personnalités? Ou encore, qu'est-ce qui vous... Dieu m'a mis ça dans mon cœur. Non. Et qui vous autorise à choisir les gens? Parce que là, c'est à partir d'un jugement que vous faites vous-même. Oui, mais à chaque fois que je prie, j'ai dit, Seigneur, j'ai choisi avec les yeux de la chair, vous allez choisir avec les yeux de l'esprit. S'il y en a, vous voyez, qui vont donner des problèmes à ce projet,
dites-leur de ne pas accepter. Mais s'il y en a, comme je sais que le président Jimmy Carter qui est choisi, qui sera président et qui sera président de ce projet dès qu'il sera opérationnel aux Nations Unies, dès qu'il sera présent aux Nations Unies, Jimmy Carter est un homme de Dieu. Il sait comme moi que nous sommes voyageurs, que nous sommes des pèlerins sur la terre et que notre vraie demeure est dans les cieux. Jésus reviendra bientôt pour établir son royaume au ciel et sur la terre et que la méchanceté va disparaître. Donc je doute fort que M. Jimmy Carter refuse une telle proposition, à savoir de présider je sais qu'il est déjà membre des Nations Unies. Et pourquoi vous n'avez pas choisi un Haïtien? Il y aura 14 Haïtiens. Non, comme président. Et parce que c'est un projet à caractère universel et donner à César ce qui est à César, puisque j'ai appelé le projet Let's Build America et puisque l'argent se trouve aux États-Unis, donc j'ai jugé bon et que les Américains jouent un rôle prépondérant aux Nations Unies, j'ai jugé bon de choisir un Américain. Ok. Le plan est rédigé en anglais. En anglais, en trois langues, français, anglais et espagnol. Mais le livre blanc qui explicite le projet, que le nouveau secrétaire général des Nations Unies recevra sous peu, dans le cas où, et je l'aurais souhaité, que cette fois, le président Jovenel Moïse, parce qu'à toutes les personnes à qui j'ai remis un bouquin qui devront le remettre en main propre au président Jovenel Moïse, eh bien, je leur ai expliqué le plan et j'ai dédicacé le livre. J'ai dit, Monsieur le Président de la République, en l'occurrence Jovenel Moïse, voici votre bâton de Moïse que je vous envoie pour fendre la mer Rouge en deux, en d'autres termes, par allégorie, pour libérer Haïti définitivement des ornières du sous-développement et par ricochet, voler au secours des pays frères d'Afrique, d'Amérique et des Caraïbes. Donc je pense que très bientôt, après l'investiture, et il va recevoir plusieurs bouquins comme ça. J'ai été au plateau central, et ma cousine est l'amie de sa coordonnatrice générale au plateau central. Le plateau central a voté Jovenel Moïse à 80%. Il y a un pasteur qui est allé dans le Nord voir un membre de sa famille, de la famille de monsieur Jovenel Moïse, du président Jovenel Moïse. Je lui ai donné un bouquin. Et actuellement, il est au Cap, il est pour parler avec ce membre de la famille du président. Et récemment encore, il y a un ami qui habite à Kinskov qui m'a fait rencontrer un ingénieur qui est l'ami de la sœur aînée du président Jovenel Moïse, qui habite à Delma 75. Donc, il va lui remettre un bouquin similaire, qui explicite le projet. Et je pense que cette fois-ci... Pourquoi vous comptez autant sur M. Moïse, alors que le projet date d'une vingtaine d'années? Ce que je vais faire avec M. Moïse, je l'ai fait avec les autres présidents d'Aristide, mais c'est parce que je n'avais pas réalisé des interviews d'affilée comme ça. Cette fois-ci, la presse va vulgariser ça. Non, mais ce n'est pas des interviews. Pour l'intéresser, je n'avais pas rencontré des personnes proches. Et cette fois-ci, j'ai rencontré des personnes qui sont proches du président Jovenel Moïse. Vous n'avez pas rencontré des personnes proches des autres présidents? Non. Par exemple, des personnes, sauf dans le cas du président Martelly, j'avais rencontré, avant d'aller au Canada, j'avais rencontré le beau-frère du président Martelly, en l'occurrence M. Garnier, et je lui avais remis et des documents en main propre, mais pas un document comme celui-ci, des lettres à remettre à M. Martelly, mais il n'y a pas eu de suite. Vous avez revenu au Bercail, j'ai rencontré la même personne. Vous avez remis aussi au président Préval? Oui, au président Préval. Il faut dire que, et plus particulièrement à l'ex-secrétaire d'État, et M. Cristallin, qui allait être candidat à la présidence, je suis allé chez lui, je lui ai remis et des lettres et le CD de la première interview, longue interview que j'ai eue à Télé Guinée. Et je me rappelle que compère Philo avait dit au président Préval, c'est un très grand projet, Monsieur le Président. Faites appel au professeur Claude Jean-Gilles. C'est un projet qui est très important. Et vous étiez là en 2007. Vous étiez là quand malheureusement, il ne m'a jamais appelé. Le président Préval ne m'a jamais appelé. Et M. Cristallin n'a jamais remis les dossiers à M. Préval. Un président a beaucoup de priorités, a beaucoup de choses à faire. Mais ce n'était pas une démarche personnelle ou bien un job que je demandais. J'ai dit, comme le président Kennedy le disait, voici ce que je peux faire pour mon pays, et non seulement pour mon pays, mais pour les autres pays du tiers-monde. Donc, quand est-ce que le plan sera opérationnel? Eh bien, comme je le disais tantôt, et je demeure convaincu que cette fois-ci, le président, puisque Le Point, c'est une émission qui est très écoutée, et on respecte les journalistes de Télémétropole, et vous m'avez posé de très bonnes questions, tout comme on l'avait fait à Télescope, mais Télémétropole est beaucoup plus écoutée que les autres radios et télévisions de la capitale. Et l'émission et Le Point est très écouté, non seulement en Haïti, mais à travers le monde, je pense, parce que vous êtes encore aussi branché Internet. Donc, je pense que dorénavant, d'ores et déjà, le président
Et Moïse Jean-Charles est à l'écoute, ou bien va être à l'écoute. Excusez-moi, je dis Moïse Jean-Charles, je les confonds. Jovenel Moïse est à l'écoute, ses collaborateurs sont à l'écoute. J'ai remis des documents qu'on va lui remettre avant et après son investiture. Il ne va pas dire à ses conseillers, comme peut-être je demeure convaincu que monsieur le président Matéli avait fait à ses conseillers, de jeter un coup d'œil, qu'il va lire lui-même, parce que lui, il sait écrire des projets, il sait combien de temps on doit prendre pour préparer un projet. Et un projet d'une telle envergure, s'il n'avait pas écrit son grand projet pour l'Afrique banane, il ne serait pas président. Donc il va prendre ça et au sérieux, il va faire comme les autres chefs d'État à qui j'ai écrit. Et pourquoi j'ai dit chef d'État? Parce que c'est en vertu, je ne peux pas me présenter aux Nations Unies moi-même en tant qu'individu, ni présenter mon organisation aux Nations Unies. C'est en vertu de l'article 141 de la Constitution haïtienne qui fait du président de la République le chef de la diplomatie. Donc il va me donner la lettre, ainsi que les moyens pécuniaires, la lettre m'habilitant, m'accréditant auprès de l'OEA et de l'ONU. Les discours sont déjà préparés, et en anglais et en espagnol. Vous avez dit les moyens pécuniaires, c'est ça? Oui, les moyens pécuniaires de réaliser 5 grandes conférences nationales pour vulgariser le projet. Ça se chiffre à combien, par exemple? Vous auriez besoin de combien d'argent pour ça? Bon, ils peuvent contrôler, ils peuvent passer des ordres aux ministres et aux responsables de contrôler ça eux-mêmes, parce que payer des chambres d'hôtel, me donner un staff m'accompagner. Premièrement, la conférence de Rome qui se fait en espagnol, et il faudra rencontrer le pape, puisque le pape actuel se dit avocat des pauvres, donc on va le mettre à l'épreuve, on lui demandera, n'est-ce pas, de nous accompagner aussi pour aller aux Nations Unies et convaincre les grandes puissances et les pays pétroliers à financer ce projet une seule fois en imprimant les 2 milliards de bouquins, et le projet sera autonome et au cours des 15 à 20 prochaines années, ce qui rapportera 900 milliards de dollars. Et 900 milliards de dollars, c'est peu comme pour un projet d'une telle envergure qui va réhabiliter 146 pays. Parce que, dites-vous bien ceci, récemment, j'ai entendu un expert aux États-Unis qui dit que l'actuel président américain a la velléité de dépenser 1000 milliards de dollars pour les missiles, antimissiles, patriotes, je crois qu'il a commencé depuis le programme de Reagan. Et du temps de George Bush, il y avait un programme similaire, on a dépensé 900 milliards de dollars pour des missiles et des armes offensives et défensives. Certes, les États-Unis ont le droit de défendre leur pays, parce qu'il y a des terroristes un peu partout, il y a des gens qui menacent les grandes puissances. Et le diable est entré dans leur cœur. Nous savons personnellement qu'ils ont ce droit-là devant le pays. Mais pourquoi on dépense tout cet argent-là pour les armes, et même des pays en voie de développement, des pays qui ont été émergés comme l'Inde, voyez, ont des programmes de missiles chez eux, ils dépensent beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pauvres chez eux. Donc pourquoi ne pas dépenser et contribuer, aider des petits pays pauvres, par Haïti seulement, à réaliser ce projet, pour le rendre opérationnel par le touchement des Nations Unies, et afin que nous puissions avoir ces 900 millions de dollars sur une période de 15 ans, et résorber la grave crise économique que nous confrontons au moins à 50%. Professeur, j'ai l'impression que votre projet relève de la foi. Oui, de la foi d'abord en Dieu. Car selon Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Okay. Dieu a créé le monde par la parole. De la foi, mais pas de la fiction. Non, pas de la fiction, pas de la fiction. J'avais dit, dans la lettre que j'avais envoyée aux 6 anciens chefs d'État, j'avais dit en quelque part, hier, les pères fondateurs de la patrie haïtienne ont réalisé des prouesses par la dialectique des armes. Aujourd'hui, compte tenu des nouvelles donnes de la géopolitique mondiale, il convient d'utiliser l'arme de la dialectique pour libérer définitivement Haïti des ornières du sous-développement et contribuer du même coup à l'émancipation des pays frères du tiers-monde. Vos élèves doivent apprécier beaucoup ce projet. Oui, depuis longtemps, ils l'ont toujours apprécié. Ouais. Ils m'ont toujours dit, j'ai toujours dit, Dieu écoute la prière des enfants, il faut prier, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Si quelqu'un nous suit et souhaite entrer en contact avec le professeur, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, ce qu'il doit faire, et il faut dire que, parallèlement au président, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit ou bien aller me trouver au cours privé Saint-Ignace de Loyola, où je suis professeur à plein temps. Non, on n'a pas entendu. Ou bien aller au cours privé Saint-Ignace de Loyola, situé tout près de Radio Métropole là, à Delma 56, impasse Paupier numéro 1, et demandez pour mettre Claudie Angile, je suis là toute la journée jusqu'à 2h, et comme je vous le disais tantôt, j'enseigne les langues, la littérature et les sciences sociales, ou bien m'écrire à cette adresse, qui est le siège social provisoire de l'organisation, bien qu'elle soit implantée dans 3 départements déjà, ou bien m'appeler au 37 43 40 09. Je n'ai pas d'adresse email parce que pour l'instant on n'a pas de bureau
Ça, je comprends. Je n'ai même pas vu les moyens pécuniaires, je dois payer $10 par page pour faire taper ça. Je n'ai même pas les moyens pécuniaires pour acheter un ordinateur, pour acheter un laptop, tout ça. Je fais tout par mes propres moyens pécuniaires. Je comprends, professeur. Eh bien, je vous remercie et je vous souhaite bonne chance. Et c'était un plaisir de vous avoir ce matin à la rubrique Le Point de Métropole. Merci, je vous remercie aussi. Et je demeure convaincu que le président Jovenel Moïse, après son investiture, ne va pas dire qu'il y a trop de choses à faire, parce que ça, c'est primordial. Oui. Comme je l'ai écrit et comme dédicace, je lui ai dit que c'est votre bâton de Moïse, monsieur le président de la République, pour affranchir définitivement Haïti des ornières du développement. Avec 50 milliards de dollars, on pourra faire presque tout faire. Et ceci dans tous les domaines au cours de votre quinquennat. Donc, merci beaucoup. Qu'il le lise et qu'il fasse appel à moi, et parce qu'il y a plusieurs membres de sa famille qui vont recevoir, qui ont déjà reçu ce document, il va lui transmettre ainsi que des missives. Et les députés, il faut dire aussi que j'ai contacté plusieurs députés, dont le député Thierry Tardieu, j'ai remis ce document à Oasis, le député Alfredo, il y a 4 députés et un sénateur, le sénateur et le sénateur Willow Joseph a déjà reçu. Donc, il va être encadré par des sénateurs et des députés, monsieur le président de la République. Vous allez être encadré conseillé par des sénateurs et des députés qui ont reçu aussi ce document. Vous allez recevoir. Donc, penchez au nom de la nation haïtienne, que nous chérissons toutes, au nom des pays du tiers-monde, penchez-vous sur ce dossier, pas pour le bonheur de Maître Claude Angil et de sa famille, mais pour le bonheur d'Haïti et de tous les pays du tiers-monde. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Merci beaucoup, professeur. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le professeur Claude Angil était notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec nous et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.